pas toujours dire justement, ne pas toujours dire justement, ne pas toujours dire justement, ne pas toujours dire justement. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Entre dans la lecture. Aujourd'hui, nous allons parler mystère, Star Wars évidemment, et histoire. Bon épisode à tous. Il y a presque un an, nous avons abordé sur cette chaîne le livre d'Agatha Christie, excusez mon québéquisme, Murder on the Orient Express, ou Meurtre sur l'Orient Express, plus facilement. C'est une excellente lecture, j'ai bien aimé, c'était le premier épisode, ça va faire un an bientôt que la chaîne existe, c'était le deuxième livre d'Agatha Christie que j'ai lu, et récemment, je me suis dit qu'il était temps de me replonger dans son très large éventail de livres avec Death on the Nile, qui a été adapté au cinéma. Et pour l'histoire, pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire qui est assez connue de l'autrice, on suit Lynette Ridgway en Égypte, accompagnée de son nouveau mari. Il prévoit faire un petit voyage sur le fleuve du Nil, avant que justement elle... Attention, un spoiler... non, il est écrit en arrière, c'est bon. Avant qu'elle meure, Hercule Poirot, le fameux détective d'Agatha Christie, qui était par hasard sur le bateau, enquête alors sur la mort suspicieuse de cette jeune femme. Ben, ça restait quand même une pas pire lecture. J'ai vraiment plus aimé les deux autres lectures que j'ai faites de cette autrice, c'est-à-dire Orient Express and... Okay, so I'm going to talk to you in English from now on. Sorry about my accent and the pronunciation. C'est ça, j'ai lu Orient Express et And Then There Were None, qui était de très bonne lecture. Donc je me suis dit que j'allais vraiment apprécier, sachant que un des youtubeurs que je suis beaucoup adore son style et qu'il est surpris à chaque fois. Et je me suis dit, ben garde, Death on the Nile, pourquoi pas, je l'ai reçu à Noël. Quelle bonne occasion de replonger dans cet univers. J'ai été un peu déçu, mais... en tant que tel, c'était une bonne lecture. Dans cette enquête-ci, Hercule Poirot utilise souvent des références à ses anciennes enquêtes, notamment dans Orient Express, qu'à un moment donné, quand il cherche des perles volées, il se remémore qu'il y avait eu un kimono qui avait été mis dans sa valise à lui pour l'inculper dans le crime. Le fait qu'il y ait des liens entre les enquêtes, entre les autres livres, j'adore ça, ça fait en sorte que l'univers vit. Le style est encore une fois très bien maîtrisé, vraiment british. Christie semblait vraiment être une dame cultivée, usant du français, de l'allemand ainsi que l'anglais à sa guise, faisant pas comme dans tous les films américains où c'est que peu importe où l'action se passe, ça va toujours se dérouler en anglais. Les personnages qui viennent d'un pays vont parler de cette langue-là, et pour vrai, c'est très apprécié de ma part. C'est un point positif, mais ça a comme pas rapport avec l'histoire. J'ai deviné l'identité du tueur et j'en suis quand même fier. Est-ce que ça peut faire en sorte que ce soit un point positif ou négatif? Ça, c'est selon vous, mais moi, j'ai trouvé ça le fun de le deviner. Je me suis trouvé quand même pas pire. Sachant qu'à ma dernière lecture, je n'avais pas deviné l'identité des ou du coupable. Cette fois-là, j'étais quand même fier de mon coup, même si j'ai trouvé que c'était le plus facile des 3 livres que j'ai lus d'elle. Mais tabarouette que c'était confusant comme livre. Surtout au début, il y a beaucoup trop de personnages que je ne savais pas qui est qui. C'est pour ça que je me suis dit que peut-être en regardant le film, que je n'ai toujours pas fait d'ailleurs, que je compte pas faire d'ailleurs, ben ça serait plus facile d'identifier qui est qui. Mais écoute, on finit par s'adapter au livre. Un fait que j'ai trouvé étrange dans Orient Express et qui se retrouve encore là ici, les gens se retrouvent tous en Égypte, ce qui est quand même pas proche. Et il y en a beaucoup qui se reconnaissent de d'autres pays, qui se retrouvent à cette croisière-là par hasard. Au début, je me suis dit, bon, c'est comme dans Orient Express, il y a une raison à ça, parce que en effet, dans ce livre-là, également, il y avait beaucoup de personnages qui se connaissaient et ça avait l'air vraiment bizarre au début, mais il y a vraiment une bonne explication à la fin. Alors que là, il y en a pas tant que ça. Ils ont juste entendu parler que Lynette Ridgway s'en allait dans cette croisière-là, donc ils se sont tous ramassés à cet endroit-là. Je me suis dit, en faisant quelques petites recherches, que étant donné que l'Égypte était occupée, me semble, par les forces britanniques, mais il faudrait que je fasse des recherches encore plus, je vais pas dire
dire n'importe quoi non plus. Peut-être que je me suis dit que c'était plus un attrait touristique facile, donc pourquoi pas. Mais c'était quand même bizarre que par hasard ces personnages-là se retrouvaient tout le temps à la même place. Ouais, un point que ça j'ai trouvé que c'était un très très gros défaut. Je sais pas c'est quoi la raison, mais Jacqueline, ça sonne tout sauf anglais. Mais Jacqueline, c'est l'ex du nouveau mari de Lynette Ridgway. Et elle est pas contente que son ancien copain est avec sa meilleure amie. Donc elle suit le couple tout au long du livre, peu importe où ils sont, les rendant fous. Et à un moment donné, elle déclare à Hercule Poirot qu'il n'est pas en fonction, qu'elle a un pistolet sur elle et qu'elle n'hésiterait pas à l'utiliser afin de tuer Lynette ou son ancien chum. Et personne réagit. Il y a personne qui fait cette femme a de l'air un peu fofolle dingo déjà qu'à la base, elle suit ce couple. Elle a le droit, mais c'est weird. Et quand elle finit par tirer sur le genou de son ancien copain, y a personne qui la met en garde à vue. Ils sont tous, pauvre petite chose qui est en souffrance. Mais non, elle vient de tirer sur quelqu'un. Pourquoi vous lui retirez pas son gun ou vous l'emmenez pas en prison? Je sais pas. Laissez les autorités régler ça. Non, ok, c'est parfait. Les années 30, je suppose. Mais malgré ces petits points-là, ces petits accrochages, ça restait une bonne lecture agréable. Deuxième livre. Ça craque. Deuxième livre de ça craque encore. Classique de ma série sur YouTube des Landes de la lecture. On est au numéro 11 de la série New Jedi Order. Dans l'épisode précédent, Jaina est pas contente. Son frère est mort, son autre frère est capturé. Elle tombe de plus en plus vers le côté obscur. Elle veut rejoindre Kip Duron, qui est un méchant Jedi, mais qui est en fait gentil à l'intérieur. Politique, Yuuzhan Vong qui attaque. Formation, c'était pas très bon. J'étais pas tanné de cette série-là. J'avais quand même hâte de découvrir les suites, mais c'était une lecture vraiment décevante. Alors que le livre suivant de cette série est vraiment, vraiment agréable à suivre. Le nom est Enemy Lines 1 Rebel Dream et ce titre va avoir un lourd sens pour le livre. Pour l'histoire, les rescapés de la New Republic envahissent la planète Borléas, occupée par l'ennemi. Ils établissent après une base afin de développer de nouvelles stratégies contre les Yuuzhan Vong. Durant ce temps, Luke et Mara se préparent à retourner sur Coruscant, qui est envahie par les Yuuzhan Vong. Dès le départ, on nous plonge dans l'action. Et ça, c'est ça que j'aime avec cette série-là, c'est que dès que le livre d'avant est pas très bon, le début du suivant, il y a toujours de la grosse action pour te faire comme « Hey, c'est vrai, faut capter ton attention, il te reste 7 livres, lâche pas ». La bataille est quand même vraiment épique. Il y a les droïdes de Lando, qui est comme des nouvelles unités d'assaut développées par celui-ci, qui se joignent à la bataille et qui offrent une solide résistance aux Yuuzhan Vong, qui utilisent ce qui s'appelle des Rakamat, des énormes créatures à l'allure de lézard. C'est des gros dinos. Donc ça a vraiment bien servi la première partie de ce livre-là. Et quand Borléas est revenu aux mains de la New Republic, Wedge Antilles, qui est un personnage très important de l'histoire de Star Wars, puisqu'il est, en plus d'être un personnage très important dans les Legends, il a fait exploser la deuxième Death Star dans Return of the Jedi en compagnie de Lando. Et étant donné qu'il n'a plus vraiment confiance au gouvernement de la New Republic, qui a l'air de pas trop paniquer par rapport à l'envahissement Yuuzhan Vong, il décide de reformer la Rebel Alliance dans le dos de la New Republic, sachant très bien que s'ils se font pogner, ils sont dans le trouble à peu près. Mais je trouve que c'est tellement une bonne chose parce que ça donne une énergie qu'il n'y avait plus depuis justement l'épisode 6. Les rebelles apportaient un sentiment de vie dans la saga, je trouvais, parce qu'ils ne répondaient de rien. C'était une petite organisation, mais c'était pas un gouvernement comme la New Republic. C'était des terroristes, ça, techniquement, mais c'est pas grave. Ça, ils ont gagné à la fin, puis c'est des gentils, fait que ça règle tout, j'imagine. Un autre point intéressant qui corrige les éléments de l'ancien livre, dans une bataille spatiale, Jaina sauve Jag, qui est le neveu de Wedge, et qui fait partie de l'Empire Chiss, les Chiss qui font partie de la race de Tron. Oui, c'est un pilote de l'Empire, mais l'Empire et la New Republic sont quand même alliés depuis. Et ça, plutôt que de l'abandonner, en fait, elle décide de le sauver malgré les ordres de Wedge.
Et les deux, c'est quand même des bons amis, même si lui est très très sérieux, très autoritaire. Et après la bataille, les deux se retrouvent et un moment très touchant où ils s'embrassent, se cajolent et se rassurent l'un l'autre. Ce qui était vraiment cute et très nécessaire pour Jaina et le développement de son personnage. Et il y a une nouvelle chose vraiment le fun qui a été apportée à ce livre-ci, c'est que les rebelles ou la New Republic ont utilisé des Lambent Crystal, qui est une sorte de cristal fait par les Yuuzhan Vong. Donc les gens de la New Republic vont utiliser ce nouveau composant afin de créer une genre de super arme contre les Yuuzhan Vong, comme la Death Star l'a fait avec son super laser, mais là ça va être utilisé contre les Yuuzhan Vong et ça va vraiment bien marcher contre leurs vaisseaux qui d'habitude résistent très très bien aux attaques des vaisseaux. Un point bizarre par contre qui était présent dans le dernier livre, Jaina doit agir comme l'une des déesses des Yuuzhan Vong afin de les leurrer en pensant qu'elle est la réincarnation de la déesse. J'ai pas tout compris parce que je me dis ils sont pas si cons que ça, mais en même temps dans le livre d'après où c'est que je suis un peu rendu vers la moitié, ils commencent à penser qu'elle l'est. Je me dis bon ben finalement ils sont peut-être un peu cons, mais c'est ça. Moi j'adhère pas tant à cette idée-là. C'est pas grave, ça fait partie de l'histoire pour le moment en tout cas. Donc là, elle doit se faire appeler Goddess par tout son escadron, elle doit être traitée aux petits oignons par ses alliés, mais en même temps, je sais pas s'ils le voient, même si ils ont des espions parmi leurs rangs, c'est sûr, mais je sais pas, j'ai pas trippé tant sur l'idée. Là, on arrive à une déception que je m'attendais pas à vivre, puisque j'ai enduré, non c'est pas vrai, puisque j'ai lu le livre Vérité par Hervé Gagnon, ce qui est le fun, à la base, avant que je connaisse ce livre-là, avec cette nouvelle série-là, cette duologie, puisqu'il y a un deuxième livre Vérité, c'est que c'est la suite de la série damnée du même auteur, qui suivait un homme damné par un archange du nom de Métatron suite à des actes terribles qu'il a commis de son vivant, et est renvoyé sur Terre, ça se passe dans les années 1200, fin 1100, 1200, ça se trouve entre 1100 et 1300. Ce jeune homme, Gondamar de Rosal, est envoyé par l'archange afin de protéger la vérité avec un grand V. La vérité avec un grand V, c'est que Jésus n'est pas ressuscité, il est vivant lorsqu'il est décroché de sa croix et a été sauvé par ses disciples. Retenez cet élément-là, c'est très 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 important pour un point que je vais aborder. Et Gondamar va devoir affronter de multiples croisés, des Templiers, des gens pas gentils de l'Église catholique de ce temps-là, qui veulent l'empêcher de découvrir la vérité. Alors là, c'est la suite de cette longue épopée qui s'est finie, qui avait vraiment une bonne fin. Là, on se retrouve des siècles plus tard avec un nouveau personnage pour l'histoire. Mars 1939, la guerre est sur le point d'éclater et le Troisième Reich prépare la solution finale. Heinrich Himmler et ses SS rêvent de restaurer la mythique civilisation aryenne. Pour y arriver, ils suivent la piste d'une légende centenaire qui, l'espère-t-il, leur permettra de détruire la chrétienté. Sur ces ruines, ils reconstruiront l'antique religion nordique. Dans un petit village du sud de la France, Roland Santenac est lancé sur les traces de Gondemar de Rossal, afin de protéger la vérité, mais il n'est pas le seul à la convoiter. Au-delà du salut de son âme, c'est le cours de l'histoire avec un grand H que Roland tient entre ses mains. Donc c'était supposé être quand même épique. Et plot twist, ça l'était pas tant que ça. Ok, là c'est bizarre parce que un des points négatifs, j'en ai deux exceptionnels. En fait, dans un des passages, au tout début, il y a un vieux prêtre des archives du Vatican qui sillonne les documents, qui voyage au travers des étagères où se trouvent beaucoup de vieux documents. Donc j'aime à quel point il était vraiment admiratif de son travail, il y avait une routine du matin, qu'il y avait une petite relation avec le garde qui s'occupait des lieux. Bon, c'est juste que je trouvais ça bien, sympathique. Il y avait une petite ambiance, le fun. On voit quasiment voir la petite poussière voler au travers des reflets de lumière. C'était joli, mais ça n'a pas rapport avec l'histoire vraiment. Là. Autre chose qui était quand même bien pour ma part, il y avait quelques passages avec Gondamar. L'esprit de Gondamar, parce que lui est un peu mort. Ça fait très longtemps qu'il est mort. Mais c'est pas mal ça, c'est quand même triste parce que j'avais quand même beaucoup aimé Damnée. Ok, préparez-vous, on a beaucoup de choses à dire, je pense. On a 1, 2, 3, 4, 5 choses à dire. Premier point, très important, Roland, le personnage principal donc, est très
désagréable à suivre. C'est la version abrégée, voire très fade, de Gondomar, mais encore plus désagréable. Et c'était difficile parce que Gondomar était très très difficile à suivre parce que justement il avait un caractère de marde, pour le dire tout simplement. Et Roland, que je suspecte qui est comme soit un descendant proche, soit une réincarnation, ben il est pareil, c'est juste qu'on dirait qu'il est encore une petite coche au-dessus. Puisque Gondomar, on avait 4 livres afin qu'il progresse, qu'il devienne un meilleur personnage. Là, on en a 2 et à la fin du premier, il est pas proche d'être plus agréable. Et malheureusement, j'ai vraiment l'impression de relire Damné en plus vite, expédié, vraiment fade. Je trouve que le parcours de Roland est beaucoup trop similaire à Gondomar, surtout par rapport à la façon qu'il est mort, la façon qu'il est retourné à la vie, sa quête. Et je pense que c'est là que ça me rejoint le moins. C'est là où que Gondomar était un noble qui a fait partie des croisades avec des templiers, qui avait des combats, des armures, des épées, chevaux, chevaliers, temples, châteaux. Là, ça se passe en 1939. Le Roland n'est pas un combattant, il n'est pas un chevalier, il fait pas partie de l'armée. Il aurait pu être un descendant du temple, justement. Non, pas justement. Qui aurait dû s'occuper de la vérité. Ça aurait pu être intéressant, mais là, on suit un gars qui a juste comme volé l'argent de son père, qui avait beaucoup d'argent à cause qu'il avait fait une compagnie. Et là, il a tué sa mère, son père. Donc, c'est vraiment pas le fun à suivre tout au long du livre. Tellement moins excitant que les grosses expéditions de chevaliers. Là, en plus, il est accompagné de personnages vraiment peu captivants. Je sais que c'est vraiment pas le fun à dire, que c'est vraiment méchant en fait, surtout si l'auteur regarde, ça m'étonnerait, mais quand même, là. Je m'excuse si ça peut paraître méchant, mais je sais pas, ça m'a vraiment moins rejoint en tant que lecteur. Et comme dans le dernier, je trouve trop facile que les choses arrivent trop simplement dans les mains de Roland. Métatron, Gondomar, ses anges gardiens, on va dire, lui explique pas vraiment comment protéger la vérité. Lui dit pas tout de suite c'est quoi la vérité, lui dit pas où aller. Donc il doit d'à peu près deviner avec des anciennes devinettes comment se rendre aux endroits qui l'aideront dans sa quête et tout. On dirait qu'il aurait comme pas besoin d'indication parce que tout lui arrive dans les mains. C'est comme dans Dandéon, il a dit va protéger la vérité, avec pas d'autres explications. Il tourne une rue, il y avait quelque chose qui l'aidait afin de trouver la vérité, protéger la vérité. Donc tout lui arrive dans les mains et ça, j'ai pas vraiment accroché ça non plus. Dans Dandé, ça marchait, c'était correct parce que c'était la première fois. Là, c'est la deuxième. Ça passe beaucoup moins. Et je pense que c'est là le gros point négatif de ce livre-ci, et peut-être même du deuxième. Je ne comprends pas à quoi la vérité avec un grand V est un big deal en 1939. Les nazis veulent utiliser la vérité afin de détruire la chrétienté. D'accord? C'est en effet un big deal de dire que Jésus n'est pas ressuscité, parce que c'est les fondements même du christianisme. En 1100 quelques, 1200, 1300, c'est vrai que ça aurait été un énorme big deal. Par contre, en 1939, alors que le monde est sur le bord de vivre la Deuxième Guerre mondiale, je pense que les gens vont en avoir rien à foutre de savoir que Jésus n'a pas ressuscité. Surtout s'ils vont se faire menacer de se faire envahir par les Allemands. Je suis pas historien, mais je suis pas mal certain que si les nazis avaient dévoilé la vérité avec un grand V à la population mondiale, je pense que ça aurait fait un choc, sûr, et que les gens auraient passé à autre chose. Pas mal ça, mon plus gros point négatif avec ce livre-ci. Peut-être qu'il y aurait des éléments supplémentaires apportés dans la suite, mais personnellement, j'ai même pas envie de la lire. Et maintenant, on est rendu au moment tant attendu, c'est-à-dire le classement de mes lectures. À la 3e place. Étant donné qu'il a été décevant pour moi à cause de mon appréciation pour l'autre série du même auteur, on retrouve avec un témoin malheureusement Vérité de Hervé Gagnon. Et comme je vous l'ai dit, je pense pas que je vais lire la suite, à moins que j'en ai un profond envie, mais ça m'étonnerait beaucoup. À la 2e place, avec un C+, quand même, c'était pas la meilleure lecture que j'ai faite, c'était pas le meilleur
Agatha Christie, mais Détente de Nerfs a su quand même être une bonne lecture, donc c'est pour ça que je retrouve à la deuxième place. Et je pense que c'est la première fois qu'un livre de la New Jedi Order se retrouve à la première place, avec quand même un A-, Enemy Lines 1. Bravo à lui, c'était une bonne lecture, je veux pas. Le prochain de la série est pas excellent jusqu'à date, mais on dirait qu'en ce moment je suis dans une petite phase où que la lecture c'est pas trop ce qui me tente le plus. On va quand même aborder 3 livres dans ma prochaine vidéo, mais ça se peut que ce soit un petit peu plus lent. Au pire, il y en aura moins que d'habitude, c'est tout pour les prochaines vidéos. Et mention honorable, j'ai lu le mois dernier un livre que je n'ai pas abordé durant cette vidéo. Il se nomme Le silence dans la neige de Sean Parsons. Ah, c'est moi. En effet, si vous êtes habitué à ma chaîne YouTube, vous savez que je suis auteur et je travaille depuis 1 an sur le 6e tome de ma saga du Loup de Feu. J'ai terminé l'écriture, j'ai lu le livre le mois dernier et maintenant il se trouve entre les mains de ma copine qui le corrige, qui le commente avec minutie. Donc, petite annonce pour vous indiquer que le prochain livre de ma série, pour ceux que ça intéresse, va s'en venir éventuellement, mais je vais prendre beaucoup de temps afin de peaufiner chaque petit détail, mais d'après moi, c'est sûr qu'il va sortir cette année. Alors, d'ici la prochaine fois, je vous souhaite d'excellentes lectures. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous lisez en ce moment. Partagez la vidéo, likez-la. Suivez-moi sur TikTok, sur Facebook, sur cette page YouTube même. Je vous souhaite une excellente journée, ou soirée, ou nuit, ou matin. Si vous écoutez une petite vidéo avant d'aller travailler, que je suis votre premier accompagnateur de la journée, ça me fait toujours plaisir. À la prochaine.